Donc bonjour à tous. Très rapidement de présentation de l'idée de ces ateliers. Donc pourquoi ces ateliers? Tout simplement, aujourd'hui il y a toujours des nouvelles choses qui se font en entreprise et au-delà de l'entreprise d'ailleurs. Et l'idée c'est d'aller à la découverte de ces nouvelles façons de travailler. Et chacun peut venir enrichir par ses connaissances. C'est un petit peu l'idée. Donc il y a eu une première session au mois de juillet qui était assez générale, on n'avait pas de thématique prédéfinie. Là on a essayé maintenant de rentrer sur une thématique et par la suite de continuer sur des thématiques plus ciblées. Si tu veux passer à la slide suivante. Donc là c'était pour vous donner une idée de la première série d'ateliers, donc le 13 juillet. On était à peu près 25 et donc les gens ont été assez satisfaits, d'ailleurs certains sont revenus. Donc ça fait plaisir. Il faut aussi savoir que cette session aujourd'hui a été organisée en une semaine. Donc c'était assez court et heureusement on est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Si tu veux bien passer la slide. Alors pourquoi organiser ce type d'événement? Tout simplement parce que on le sait, de plus en plus de choses viennent chambouler notre façon de travailler et ça part dans toutes les directions. Donc comment faire pour se tenir informé? C'est l'idée aussi de ces ateliers, c'est de pouvoir s'enrichir et de s'améliorer. Alors très rapidement, donc moi aujourd'hui je développe une activité pour accompagner les entreprises à se transformer et d'aller au-delà du connu pour justement essayer d'identifier quelles sont les choses qui vont avoir un impact sur mon activité et justement prendre une longueur d'avance pour y voir à la fois plus clair et voir plus loin. C'est vraiment l'idée. Donc je fais pour cela, mon domaine d'expertise, c'est la veille et la recherche d'informations. C'est accompagné du coup à la prospective, donc de voir plus loin. Je travaille dans le numérique depuis 20 ans, à la fois des différents postes, d'abord en tant que développeur, donc j'ai une maîtrise des outils numériques. Et il y a 3 ans, j'ai aussi étudié la sociologie des réseaux. Donc c'est cet ensemble de compétences que je mets à disposition des entreprises, que ce soit à la fois en conseil et en accompagnement, sur de l'ingénierie et également de la formation. Et Benoît, du coup, tu peux peut-être dire 2 mots sur ce que tu fais. Oui, alors comme je vous disais, consultant, formateur en stratégie du développement durable. Donc le micro, on se passe le micro? Si tu veux. Parce que c'est vraiment très court. Là. Ah oui. Je me présente tout simplement. La base de mon activité, c'est d'intervenir dans l'enseignement supérieur, donc dans une dizaine d'écoles, avec une approche que j'appelle, qui est connue dans les milieux de la pédagogie comme de l'apprentissage expérientiel. En fait, on va, au travers d'un projet, qui sont généralement des projets école-entreprise, des projets d'innovation, mobiliser ou en tout cas veiller à apporter aux étudiants et aux professionnels un développement de leurs connaissances, leur savoir, de leurs compétences, enfin j'ai dit connaissances, compétences, donc leur savoir-faire, mais également de leur savoir-faire, de la créativité, du collaboratif. Et au travers de ça, je me suis intéressé à quelques outils qui vont nous servir de cadre pour pouvoir justement collecter nos différentes expériences, outils, pratiques qu'on va mettre en commun au cours de cet atelier. Alors très rapidement, on va vous parler, je voudrais juste vous dire donc la méthode qu'on va utiliser pour cet atelier aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'approche forum ouvert. Donc vous allez voir, c'est un événement où quand on l'organise, il n'y a pas d'agenda prévu à l'avance. Donc on a une thématique, mais c'est vous qui allez apporter votre contribution. Et donc Benoît va nous présenter un cadre qui va nous permettre du coup de travailler sur cette problématique. Alors, le cadre qui va nous servir à collecter, à explorer ce sujet des pratiques et outils collaboratifs en organisation et en entreprise aujourd'hui, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est les cadrans de Wilber. Je vais expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste. Mais tout d'abord, je vais faire un très court témoignage sur la pratique, ou en tout cas sur la prise de conscience que j'ai eue par rapport à ces outils. Je fais partie d'un réseau européen, en fait d'un projet européen qui s'appelle Erasmus+.
c'est comme Erasmus pour les étudiants, échange universitaire, sauf que là c'est échange entre entreprises, échange de bonnes pratiques. Financé par l'Union européenne, très intéressant. On est 8 organisations qui sont entre l'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie, le Danemark, la Catalogne et l'Autriche également, et le Liechtenstein, qui est notre organisation. Enfin. Et au sein de ce projet européen qu'on a appelé Entrepreneurs du paradigme émergent, la culture de cette équipe projet, elle est, je la trouve très avancée, dans le sens de ce que Lalou appelle les organisations turquoises, les organisations teal. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. C'est juste pour vous introduire avec ces notions qui peuvent être mystérieuses pour certains d'entre vous. En fait, l'outil, les cadrans de Wilber, c'est un outil parmi sans doute des centaines qui existent aujourd'hui pour essayer de comprendre, de définir, d'analyser, de structurer une recherche sur les pratiques collaboratives en organisation. Ce modèle, il est tout simple. Wilber s'est posé la question des différents niveaux d'expérience qu'on pouvait avoir en organisation. Un niveau qui est individuel, un niveau collectif, et puis bien sûr un niveau qui va être intérieur et extérieur. Pour donc nous permettre d'échanger aujourd'hui autour de composantes bien précises de notre expérience personnelle et nos expériences collaboratives en entreprise. On a donc sélectionné. Pardon, intérieur-extérieur par rapport à quoi ? Par rapport à ce que on peut, par rapport à nos expériences en entreprise. Par exemple, le niveau individuel intérieur va consister à toutes nos pensées ou nos ressentis, nos sentiments, donc qui sont connus seulement de nous-mêmes. Le niveau individuel, mais qui est vu de l'extérieur, ça va être notre connaissance ou nos compétences, notre comportement. Au niveau intérieur et collectif, les valeurs et la culture qui sont tacites, qui ne sont pas forcément exprimées. Et à l'extérieur, le produit de nos échanges, les process ou encore les structures organisationnelles. Mais pour être un petit peu plus précis, on a sélectionné quelques composantes sur lesquelles on va s'interroger. Autour de la question, autour de votre expérience personnelle, autour des outils que vous utilisez. Voilà, on précisera les questions lors du lancement du forum ouvert. Mais ces composantes, elles ne se limitent pas à celles que j'ai écrites sur les post-it. Je vais vous inviter ensuite, si vous pensez à quelque chose, à venir ajouter d'autres composantes ou d'autres expériences que vous vivez et au cours desquelles vous vivez des échanges, vous vivez en tout cas une pratique collaborative. Alors, les structures organisationnelles qui sont collectives et extérieures, les processus de travail, les flots d'information et de communication, l'efficience dans l'utilisation des ressources, ça c'est une dimension environnementale, écologique. Comment on détermine les salaires, les produits et services proposés par l'entreprise et leur design. Ce qui va être intérieur et individuel, les aspirations et les motivations, la conscience de soi, est-ce qu'on se prend en compte
dans notre expérience, nos sentiments, nos pensées, nos ressentis. La crainte ou la peur, est-ce qu'elle a sa place et comment elle a sa place? Notre intention dans l'échange, dans nos relations avec les autres, quelle va être notre attitude? Collectif et intérieur, la relation aux parties prenantes, les attitudes de travail, vision et valeurs fondamentales, la loyauté, encore le climat de travail, et enfin ici donc le style de management. Si je n'explique pas ou ne rentre pas dans les détails, c'est justement susciter les questions chez vous que vous allez pouvoir ensuite explorer lors du forum ouvert. Développement personnel. Résolution de conflits. L'approche forum ouvert, donc c'est un format qui est assez ancien aujourd'hui, qui permet tout simplement de réfléchir collectivement sur une thématique où chacun va pouvoir apporter sa contribution. Donc l'idée c'est, on met en place ce qu'on appelle une place de marché, donc ça va être ici, qui consiste tout simplement à avoir des espaces. Donc comme le disait Benoît, on va partir sur 3, mais si vous voulez on peut aller jusqu'à 4. Le premier espace, ça sera dans cette zone-ci. Ça peut être là-bas ou là, ça c'est vous qui allez voir, sachant qu'il y a un paperboard là-bas. Ensuite, le deuxième espace, ce sera juste ici. Et vous avez un troisième espace au fond de la salle, et puis un quatrième éventuellement dans l'autre salle. Ensuite, des créneaux, tout simplement. On pense qu'on peut arriver à faire 3 sessions si on se débrouille bien, si on tient les délais. Et donc vous allez voter pour les sujets qui vous intéressent le plus avec les gommettes. Ensuite, on va voir quels sont les sujets qui ont le plus qui intéressent le plus de monde, et on va les classer pour pouvoir tout simplement après aller faire les sessions autour de ces sujets dans chacun des espaces. Est-ce que tu peux montrer la slide suivante? Donc, en quelques mots, le principe du forum ouvert, enfin, vous avez 4 principes principaux. C'est quiconque se présente est la bonne personne. Donc, faut pas. Voilà. L'idée, c'est de se dire que si ça se passe bien, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas de mauvaise situation, on va dire. Le meilleur moment pour commencer, c'est quand ça commence, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre que. Bon, là, on n'est pas très nombreux, donc il n'y a pas de. Mais il y a des forums ouverts qui peuvent s'organiser à plusieurs milliers de personnes. Donc là, évidemment, l'idée, c'est de démarrer dès qu'on est prêt. Enfin, dès on estime qu'il est moment de démarrer. Ce qui s'est passé n'aurait pas pu se passer autrement, c'est de la même manière. C'est vous qui allez... tout le monde est acteur dans ce type d'événement, et donc c'est vous qui contribuez au bon fonctionnement de l'atelier. Et enfin, l'idée, c'est aussi de tenir les délais pour justement pas se retrouver à ne pas pouvoir continuer dans les temps. Donc, essayez d'être bien, de respecter ces délais. Enfin, c'est les durées qu'on va vous donner. Et enfin, il y a une dernière règle qui est plus une loi, si tu peux passer à la slide. C'est la loi des 2 pieds. Si vous n'êtes en train ni d'apprendre ni de contribuer, vous pouvez tout simplement changer d'atelier. C'est pas quelque chose qui est mal vu, c'est dans la nature même de ce type d'événement. Donc là, encore une fois, on n'est pas très nombreux. Donc si on fait 3 sessions, en gros, on va être 6-7 par atelier, sauf s'il y a un atelier qui intéresse plus de monde, évidemment. Qu'est-ce que j'aurais oublié de dire? On a après les règles de l'intelligence collective sur la slide suivante. Donc tout simplement, c'est d'être à l'écoute, de parler avec intention. Donc voilà, d'être pas dans le jugement, dans la bienveillance, de faire confiance au groupe et de respecter le cadre. Donc l'idée, c'est pour chaque session, c'est d'avoir une durée de 20 minutes, avec 5 minutes de débrief et de synthèse. Et puis après, on se donne encore 5 minutes pour que vous reveniez ici, dans cet espace, et en fait 5 minutes pour débriefer sur l'atelier collectivement, pour ensuite enchaîner sur l'atelier suivant. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Il me semble que j'ai oublié un détail, mais... Les questions pour la restitution. Oui, tout à fait, merci. Donc sur une feuille qui est ici,
je vous ai mis donc dans chaque espace, vous allez retrouver cette feuille. C'est en gros ce qu'on aimerait que vous nous puissiez sortir en restitution. C'est les grandes questions sur la thématique que vous avez travaillé. Pourquoi cette composante est-elle importante pour vous et pour vos activités? À partir de ces questionnements, donc l'idée c'est vous avez des feuilles blanches. Sur chaque feuille blanche, c'est de formaliser une question. Donc vous pouvez avoir plusieurs questions, mais ça sera une question par feuille, qui sont importantes à se poser sur ce sujet. Par exemple, si c'est le processus de travail, voilà, vous pouvez avoir des questions à vous. Quelles sont les questions importantes qu'il faut identifier pour pouvoir avancer sur ce sujet-là? Et à partir de ces questions, du coup, vous pouvez après trouver des réponses par des outils, des méthodes ou par vos pratiques qui découleraient de ces questions. Voilà. Et ensuite, quelle posture puis-je adapter pour contribuer à cette culture collaborative? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ou est-ce que vous avez des questions? En sachant que pour chaque composante, on vous donnera une carte qui est une petite aide qui indique certaines typologies d'organisation. De l'organisation la plus traditionnelle, la plus hiérarchique, à celle qui est le plus horizontale et la plus ouverte. Avec, par exemple, comment... Non, je ne donne pas d'exemple, je donnerai les cartes. Voilà, donc si vous êtes OK avec ça, eh bien je vous invite à venir au tableau pour pouvoir coller vos pastilles. Et puis après, donc on va voir quels sont les sujets qui intéressent le plus de monde. Nous, on avait comme sujet l'intention dans l'échange. Donc, comme j'ai 1 minute et demie, donc ce qui nous a paru important, c'est comment installer la liberté d'échange et comment rendre un échange utile pour le projet collectif. Dans les outils qu'on a décrits, on utilise en fait un protocole d'entrée dans le groupe qui fait qu'on va installer un espace où il y a de la liberté d'échange. Donc on a partagé des outils par rapport à ça. Et puis comment rendre un échange utile pour le projet collectif. Donc on a parlé du rythme, du temps, de la distribution des rôles, notamment dans une réunion, un timekeeper, un facilitateur, un push décision. Mise en action en fin d'échange, donc ça c'est distribution des rôles, synthèse, qui, pour quand, quoi. Et le dernier point qu'on a abordé, c'était en tant que participant à un échange, avoir conscience de son rôle et adapter sa posture en fonction de son rôle dans le groupe. Voilà. Donc il nous a été proposé de réfléchir sur la problématique de l'efficience des ressources. Donc en premier abord, nous avons analysé la signification de cette problématique. Efficience, cela renvoie à la problème dualité efficacité versus efficience. Efficacité étant l'idée qu'on atteint un objectif donné, opérationnel, avec des moyens alloués, tandis que la notion d'efficience, c'est comment être efficace, mais peut-être à moindre coût, ou en prenant en compte différents éléments qui sont d'ordre plus général. Les ressources problématiques, on s'est dit, on va peut-être se concentrer sur la théorie de la connaissance, sur l'échange de savoir, de savoir-faire, ou bien de biens matériels, par exemple d'ordre financier. Et dans un cadre général, pour se remettre dans la problématique, le cadre théorique introduit par Benoît, on s'est dit, en fait, ça correspond peut-être d'une certaine façon à comment passer du limbique à une approche plus holistique. Le limbique correspondant peut-être à un principe d'échange qui repose sur l'intérêt individuel, et holistique étant, dans un cas plus général, comment être efficace, mais en prenant en compte l'intérêt plus général. Et aussi, on pourrait se poser la question, si ça ne pourrait pas correspondre à une certaine forme de transformation historique,
la politique industrielle ancienne du 19e et au passage la théorie de la connaissance introduite par M. Aberkan, l'idée étant que des biens matériels partagés peuvent être divisibles, mais quand on se partage, elles se divisent, tandis que quand on partage de la connaissance, eh bien, ça peut avoir un effet démultiplicateur, et donc l'efficience peut être plus facile à atteindre, quand bien même elle serait efficace. Autre interrogation qu'on s'est posée. Donc l'idée, on répond pas aux questions, mais on s'est posé des questions. L'idée étant de donner un cadre plus général. Aussi, peut-être ça correspond à une évolution biologique, sachant que en ce moment il y a des réflexions sur comment innover. Est-ce qu'il ne faut pas sortir du cadre, comme disent certains, et donc être en capacité de s'adapter? Et cela correspondrait donc aussi à la théorie de la frugalité, comment faire avec ce qu'on a. Donc plutôt que de se donner les moyens, les ressources, qu'elles soient matérielles ou matérielles, pour atteindre un objectif, comment faire au contraire inverser cette logique, et comment faire avec ce dont on dispose, et faire au mieux, donc pour avoir une certaine efficience et être ouvert aux opportunités, aussi bien en termes d'échange avec les personnes, mais sachant que l'échange repose sur une notion de confiance. Donc si c'est des ressources financières, bien sûr ça repose sur la confiance, et peut-être d'autant plus si c'est des relations humaines pour faciliter les échanges de savoir ou de savoir-faire. Donc je pense savoir... c'est bon. Donc voilà, je pense que c'était la... Voilà, c'est bon. Merci. Donc nous, on a essayé de croiser l'idée de collaboration. On a tourné un peu aussi sur la différence entre ces deux termes-là. Et les process de travail, donc c'est très large. Alors pourquoi c'était important pour nous? Dans le tour de table, en fait, chacun avait des raisons qui étaient très très différentes. Ça allait le fait de customiser ces process de travail d'une entreprise à l'autre, et le fait que ces entreprises aient des identités différentes, ça posait le problème de façon radicalement différente. Faire travailler des gens différents ensemble, l'idée d'un process de travail pour une collaboration avec un client, par exemple, ce qui est encore une autre façon de voir les choses, ou des process qui sont spécifiques à certaines activités, comme par exemple des process liés à l'innovation, des process de travail liés à l'innovation. Donc ça, c'était le pourquoi c'était important pour nous. Et puis, alors plutôt que des solutions ou des réponses claires et nettes, on s'est arrêté sur ces trois questions. Ou des choses où on met en balance donc, des process de travail pour mettre en résonance des process individuels et un travail collectif. Donc premier enjeu, première difficulté. L'idée de mettre en résonance la culture d'une entreprise. Et donc sur le mettre en résonance process individuel et collectif, on a parlé d'outils comme la fenêtre de Johari. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas. Voilà, donc l'idée de pouvoir analyser justement le profil de certaines personnes et de les mettre en position d'être les leaders sur certaines parties justement dans ce collectif. Deuxième question, la mise en résonance de la culture d'entreprise par rapport à l'établissement de ces process de travail. Et là, on a évoqué l'idée des terreaux culturels, pareil, un outil que je ne connaissais pas, qui est en fait une grille d'analyse du contexte ou de la culture d'une entreprise. Et puis troisième question qui nous a turlupiné, comment développer dans le temps et ensemble évidemment un process, même complexe, de travail sur lequel on puisse vraiment se reposer, dans lequel on a vraiment confiance. Et ça, on a répondu à cette question par une autre question qui était en fait l'idée justement de collaboration ou collaboratif. On s'est dit que quand on parlait de collaboration, pour nous, c'était plutôt une collaboration au sein d'un projet, alors que quand on parlait de collaboratif, on avait plus l'idée d'un collaboratif préexistant qui allait, lui, définir le profil du projet ou sa façon de travailler. Voilà, donc beaucoup de questions.
Alors le sujet de la prise de décision dans le collaboratif, donc en point d'introduction, le sujet de la prise de décision, qu'est-ce qui nous est venu pour nous, pour notre métier, le sujet ça renvoie à la notion de pouvoir, du pouvoir des dirigeants. Là on a vu sur la carte, il y a ceux qui décident seuls jusqu'à ceux qui délèguent une grande partie de leurs décisions. Ça touche aussi la notion de l'image qu'on peut avoir du collaboratif, avec quelquefois cette légende que le collaboratif ne prend jamais de décision. Donc on a parlé de ça. Et puis on est venu sur le sujet de, mais finalement la prise de décision, c'est quelquefois ça peut être une étape dans un processus collaboratif, c'est-à-dire que c'est souvent précédé d'un temps d'idéation, de divergence, d'émission d'un stock de possibilités. Et puis on a parlé de la différence entre participatif, je participe à une réflexion, j'amène mes idées, et un processus collaboratif où j'amène mes idées et je prends une décision. Ça nous a amené à parler de différents outils pour prendre des décisions. Donc ce qui s'est dit, c'est que quelquefois on prend des décisions sans parler. Les décisions se prennent dans le silence de manière implicite. On a parlé d'aller vérifier la délégation de responsabilité dans le cadre d'un processus. Voilà, quels sont les niveaux de prise de décision et leurs impacts qui peuvent être prises. On a parlé d'outils de clarification de la problématique. Pour ce processus-là, qui est concerné, qui va devoir décliner, de manière à ne pas inviter la terre entière alors qu'elle n'est pas concernée par les décisions qui vont être prises. Et après, on a parlé d'outils de vote avec des systèmes de carton ou le système de la main. Je suis pleinement d'accord avec la décision. Je suis pas tout à fait d'accord. Ça me convient pas trop. Et je voudrais bien en discuter. Ça, c'est pas possible pour moi. Et donc après, on a parlé de comment on traite les objections. Donc moi j'ai partagé le fait que l'université du nous était une source d'informations importantes, de processus qui permettent d'obtenir un consentement, c'est-à-dire non pas tout le monde est d'accord, mais il n'y a plus d'objection sur la décision. Et puis enfin on a eu un temps de divergence autour de la décision finalement, doit-elle être définitive ou peut-elle avoir du flottement? C'est-à-dire, on prend une décision et accepter de voir ses effets pour revenir dessus, réguler. Voilà ce qui a été pour nous inspirant sur ce sujet de la prise de décision. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler de notre thématique qui était le flow et d'information et de communication. Aujourd'hui, c'est un des sujets phares, qui pose beaucoup de questions, puisque la société de la connaissance, comme on l'appelle aujourd'hui, fait qu'on a accès à énormément de ressources, d'informations en permanence par tous les canaux possibles, et que ça ne va pas s'arrêter, puisque on est dans une logique où maintenant, pour se donner de la visibilité, il faut communiquer de plus en plus, que ce soit par écrit ou par la vidéo ou d'autres canaux comme les podcasts. Bref, ça ne s'arrête plus. Donc on a plutôt parlé dans notre atelier du coup de la partie information, parce que la communication en entreprise, on peut aussi questionner les modes de pyramidal, horizontal, etc. Bon, on a été plutôt sur les outils, plutôt sur les choses liées au numérique. Le constat, donc, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a trop d'informations. Comment, donc, les questions qui revenaient en particulier, c'est comment sourcer, comment collecter et comment traiter, et enfin, surtout partager efficacement les informations, dans l'idée qu'on ait un équilibre aussi dans le partage, parce que on pourrait noyer une personne avec de l'information, et à l'inverse, cette personne pourrait ne pas s'y retrouver pour nous communiquer des informations. Donc j'ai mentionné notamment un livre qui pour moi a été vraiment m'a beaucoup marqué, qui s'appelle L'écologie de l'attention de Yves Citon, qui est un philosophe français, qui questionne nos usages aujourd'hui de l'information. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent Facebook et passent leur journée, passent des heures à lire des flux d'informations, mais qu'est-ce que ça apporte finalement à leur vie, et de manière plus générale, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui de lire la presse, regarder les médias, si c'est pour toujours entendre des informations qui sont finalement pas toujours, qui nous concernent pas, ou qui sont plutôt négatives. Ça peut aussi avoir un impact sur notre quotidien.
Donc l'idée aussi derrière, pour une des réponses qu'on peut trouver à ces éléments-là, c'est comment filtrer l'information. Vous avez aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur des plateformes collaboratives des mécanismes de filtre. Notamment, vous avez l'exemple des hashtags, qui est un concept, c'est-à-dire qu'on met un mot précédé d'une dièse qui va permettre on peut s'abonner à une thématique sur ce mot. Et l'idée aussi d'avoir des communautés de pratique. Finalement, vous avez un intérêt peut-être particulier sur un sujet, comme ceux qu'on a ici par exemple, et d'échanger dans des groupes sur ces thématiques-là avec des gens qui partagent ce questionnement. Un des sujets aussi qu'on va retrouver souvent, c'est les mails. Comment s'y retrouver finalement avec les nombreux mails qu'on peut être amené à recevoir de plus en plus. Donc ça passe par la création de règles, des règles de bonne conduite. On parle aussi sur Internet d'une étiquette. C'est que par exemple, quand vous devez répondre à une personne qui a envoyé un mail à plusieurs personnes, il ne faut pas forcément mettre tout le monde en copie si ces personnes ne sont pas concernées. Donc mettre en place des bonnes pratiques. Vous avez aussi des méthodes comme le Zero Inbox, qui est une méthode d'organisation personnelle pour essayer d'avoir toujours une boîte vide, entre guillemets. C'est plus facile peut-être en théorie qu'en pratique, mais ça c'est une autre question. Les outils, ils sont nombreux. D'ailleurs, je pense que ça sera vraiment un sujet qui nécessitera qu'on ait un événement spécifique là-dessus. On a parlé notamment des flux RSS, qui est un moyen de recevoir l'information plutôt que d'aller la chercher manuellement et de manière automatisée. Les wikis, qui sont des outils collaboratifs par excellence. Le meilleur exemple, c'est Wikipédia, mais c'est une typologie d'outils, vous en avez d'autres. Ce qui était intéressant aussi, c'était de faire la distinction entre la notion de KM, Knowledge Management, c'est-à-dire la gestion de l'information dans l'entreprise, et à un titre individuel, donc Personal Knowledge Management, puisqu'on peut être amené à utiliser des outils qui nous sont propres, ça peut être un cahier par exemple, ça ne sera pas forcément les mêmes outils qu'on partagera avec d'autres personnes. Finalement, ce qui ressort, c'est aussi cette notion toujours de posture, c'est quelle intention, quelle posture je vais avoir avec d'autres personnes pour être efficace dans ces échanges. Et que les réseaux sociaux d'entreprise, c'est bien beau, mais on sait que bien souvent, ça n'aboutit pas à ce qui était prévu au départ par ceux qui ont voulu le mettre en place, et que ça ne fait pas tout, et qu'il faut toujours avoir derrière des gens qui vont aider à la facilitation, à mettre en place cet outil, et des espaces créer de la confiance finalement pour aller dans l'usage efficace. Voilà en gros la thématique. Merci à vous. Nous on parlait des relations avec les parties prenantes. La première difficulté en fait qu'on a eue, c'est après un tour de table, c'est qu'on a tous des parties prenantes différentes. Est-ce que c'est les collaborateurs d'une entreprise qui viennent voir un service et par exemple elle était dans le service com, c'est tous les autres services de l'entreprise qui viennent la voir? Est-ce que c'est le fournisseur d'une entreprise, une partie prenante, ou est-ce que c'est finalement toutes les parties qui sont impactées par un projet et qui vont s'investir dans un projet? Selon nos réalités, les parties prenantes étaient différentes. Donc il n'y a pas une définition commune, mais on a quand même essayé de se partager des outils par rapport à ça. Et on a essayé de parler finalement de comment ne pas oublier les parties prenantes et puis comment entretenir la relation avec ces différentes parties prenantes. Est-ce qu'on va simplement à des after-work? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que finalement c'est pas le projet qui va faire qu'on va aller chercher cette partie prenante à ce moment-là? Et certains outils qui nous ont été partagés, c'est d'inclure une grande diversité de profils, ce qui permet de varier beaucoup et de définir dans ces profils des ambassadeurs. Il y avait un point de vigilance sur le fait que la collaboration et le collaboratif, c'est pas forcément tout faire toujours tous ensemble, ce qui nous ramène un peu à la prise de décision du premier groupe. C'est aussi ne pas s'empêcher d'avancer si tout le monde n'est pas là. Varier les outils, les temps de travail, veiller à être accessible aux parties prenantes. Donc, toutes ces parties prenantes viennent de mondes différents et si moi j'utilise mon jargon, finalement, est-ce qu'elles vont me comprendre? Donc ça, c'était quelque chose qui nous semblait important de veiller à être accessible. Et un outil assez chouette qui nous a été partagé par Chris, c'est finalement de cartographier toutes ces parties prenantes que l'on fait pour son entreprise. C'est une cartographie où il les a réparties par groupe. Moi, je l'ai fait aussi, mais c'est un peu moins fonctionnel. Mais donc ça nous paraissait important d'avoir une map finalement physique qui permette d'identifier toutes ces parties prenantes et de du coup savoir aller chercher au bon moment la bonne partie prenante. Lui, par exemple, il utilise des mots-clés pour les parties prenantes. Ça, c'était assez chouette. Et voilà.
on avait identifié quelques enjeux. Le fait de passer d'une relation purement client à une relation vraiment communautaire avec ses parties prenantes et d'avoir des réelles implications. Et un enjeu important quand on travaille avec ces gens, c'est finalement reconnaître ce pourquoi les gens sont bons et donc pouvoir choisir le bon partenaire, la bonne partie prenante au bon moment. Ce qui nous amène à une conclusion qui ne nous apprend pas grand-chose, mais qui est finalement la somme de toutes nos réalités, c'est que c'est finalement le projet qui définit les bonnes parties prenantes et la manière de mener et entretenir les relations avec eux. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Notre sujet, c'est style de management. Donc, on a discuté pas mal sur plusieurs points. Donc, on a un peu divergé. Je pense qu'on a fait plus ça. Et on a trouvé qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Donc, dans les points positifs, dans une organisation où elle est très, très verticale, on peut dire qu'au moins, on connaît bien la vision, on sait où on va. Et la prise de décision se fait un peu plus vite. Mais ça, c'est comme point positif quand c'est vertical, mais quand c'est horizontal et tout le monde a l'autonomie, dans le point négatif, on peut avoir un manque de clarté. On peut avoir besoin d'une direction commune, de savoir qu'est-ce qu'on fait, de prise de décision, de savoir s'organiser, avancer. Et dans cet espace, on s'est dit que même s'il y a des points positifs et des points négatifs, l'effet de savoir s'adapter au changement du quotidien, au changement, peut aider à justement continuer à bien manager les équipes. Donc le fait de savoir s'adapter, soit avec des méthodes agiles, soit avec des processus, des techniques différentes, et savoir converger entre toutes les équipes peuvent aider à avoir un bon style de management. Et aussi, ce qu'on a parlé, c'est par rapport aux différences des générations. Parce que quand on va manager une entreprise, on peut avoir des jeunes, des jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans, une nouvelle génération. Mais on peut avoir aussi des personnes, des professionnels de 50 ans, 60 ans. Donc, comment on fait pour interagir entre ces deux générations? Donc, comment les managers vont s'adapter à ces deux types de générations? Donc, on a parlé du leader. Quel est son rôle aussi? Son rôle de porter la vision, amener les équipes vers les why. Et actuellement, le rôle plus du leader, c'est de créer un contexte favorable pour que les gens puissent travailler finalement et pour pouvoir s'adapter aux changements, etc. Après, on a parlé de management multiculturel. Et c'est parce que finalement, dans certaines entreprises, il y a des étrangères ou quand un manager part à l'étranger, comment il peut s'adapter aussi à son public, à sa cible, à ses employés. Donc on a dit que finalement les process et les techniques peuvent aider à travailler dans une équipe multiculturelle. Et on a donné des exemples de la culture française, de la culture russe, péruvienne, parce qu'il y a colombienne, on était dans une équipe assez mondialisée, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai dit un peu chaque phrase, chaque sujet de discussion. Ouais. Merci. Donc nous, le thème, c'était la résolution de conflits. Donc on s'est demandé déjà si est-ce que c'était mieux qu'il n'y ait pas de conflit dans l'entreprise ou est-ce que c'était nécessaire qu'il y ait des conflits. Donc on a distingué, que je ne me trompe pas, la confrontation qui pouvait être nécessaire qui pouvait être nécessaire pour faire émerger des idées, de l'affrontement qui était un conflit dans le pur et dans le dur et qui ne pouvait pas faire émerger.
Donc on a abordé la question des non-dits, à savoir que c'était peut-être des conflits, c'était pas forcément ceux qui émergeaient le plus, qui pouvaient faire plus de dégâts, mais les non-dits dans l'entreprise, et qui pouvaient même aller jusqu'à la violence physique. Dans certains cas, on a eu des exemples, ou jusqu'à burn-out, ou des situations très inconfortables. On a rappelé que le travail devait être un lieu d'épanouissement, et donc où trop de conflits n'avaient pas la place. Donc d'où l'idée de ne pas laisser pourrir les situations, de trouver un équilibre dans la communication et de faire émerger les différents points de vue. Donc là, on a eu un exemple de technique qu'utilise, je sais plus, voilà, c'est ça, les 7 chapeaux de Bono, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet de faire changer de rôle en fonction de la couleur d'un chapeau. Visiblement, on retrouve très facilement les méthodes. Je vais reprendre mes notes ici. Donc, 7 chapeaux de Bono qui permettent de changer à chacun de posture et de se mettre peut-être à la place des autres. On a parlé également de l'université du nous, donc, et de la communication non violente qui sont très importantes dans le respect de l'autre, qui permettent à chacun de décrire les émotions, les sensations qui n'ont pas forcément la place dans le milieu du travail. Alors, on a parlé également d'un autre outil qui semble très intéressant dans la gestion de conflits, qui s'appelle le triangle de Karpman, donc qui permet d'identifier en fait la place entre une victime, un sauveur, un persécuteur. Et apparemment, quand on connaît cette technique, on y voit plus clair dans certains conflits et ça permet d'aider. Et ensuite, on a évoqué l'idée que les conflits, en fait, la gestion de conflits devait au niveau du groupe, comment je peux dire ça ? J'ai noté apprentissage au niveau du groupe. Ça veut dire que chacun doit, ça doit être affiché, il doit y avoir des règles claires qui permettent dans l'entreprise de partager les outils, voilà, pour créer un langage commun et désamorcer les conflits et essayer de les gérer au mieux. Et dans l'idéal, ça peut faire émerger une intelligence collective. Et on a noté que c'était de la responsabilité de chacun de créer un climat de confiance pour permettre au mieux au conflit de tirer le meilleur parti des conflits, en fait. Parce que le conflit peut être sain. On a terminé, il me semble, là-dessus. J'ai tout dit ? Ouais, à peu près. Alors, de quoi on a parlé ? On a parlé de la motivation et des aspirations. Et non pas de l'inspiration, les aspirations. Donc déjà, on a essayé de définir qu'est-ce qu'était la motivation. Et ce qu'on a défini, c'est ce qui nous pousse. À partir de là, il y a différents niveaux de motivation, forcément. De la survie, où là, on est vraiment motivé, à l'aspect plutôt réalisation de soi, démarche entrepreneuriale, etc. Et il y a différents types de motivation, forcément. D'une part, la motivation instrumentale, c'est-à-dire tous les moyens qu'on met en œuvre. Et en entreprise, on va parler par exemple de salaire, de reconnaissance, de climat de travail, etc. Un des enjeux, c'est que ces facteurs de motivation ne deviennent pas des facteurs de démotivation. C'est-à-dire que le salaire soit trop bas, que les liens ou les conditions de travail soient mauvaises. À partir de là, il y a cette motivation instrumentale, mais surtout la motivation finale, c'est-à-dire la question du sens, finalement, le sens et de l'harmonie. Sur cette notion de sens, ça rapproche à l'aspiration, qui est le deuxième mot qu'on a travaillé, qui est justement ce qui nous tire par rapport à la motivation qui nous pousse. L'aspiration nous aspire et donc nous tire vers un idéal, vers une espérance finalement. Et donc c'est à rapprocher à ce qu'on appelle la raison d'être et d'agir finalement, à la fois individuelle mais aussi de l'organisation. Le sens finalement est la motivation commune, partagée par l'ensemble de l'équipe avec le rôle de leader qui est finalement d'inspirer pour aspirer finalement. Et donc la motivation fluctue au cours du temps. Par contre, l'aspiration devrait rester, c'est le pourquoi, devrait rester au sein de l'organisation plus stable que la motivation qui peut finalement fluctuer en fonction de l'environnement. Dans le cadre de l'intelligence collective,
Finalement, c'est le plaisir de travailler ensemble, hein, la motivation, et donc d'accorder ces violons. D'où cet enjeu, on a parlé de la théorie des jeux, peut-être que vous connaissez, où finalement la confiance évolue en fonction de nos actions, nos interactions, et que l'enjeu c'est d'être dans un rapport gagnant-gagnant finalement. Avec ces questions qui concluent cet exposé, qu'est-ce qui va donner du sens finalement et comment faire partager ce sens, donc cette aspiration au sein de l'organisation. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cet atelier. J'espère que vous en sortirez grandis.